Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode du Bestiaire du Dragonnier. Donc c'est un nouveau format que je vous propose où on va prendre un genre ou une espèce, en particulier qu'on connaît du milieu contrôlé, et on va apprendre à la découvrir sous sa forme sauvage et captive, avec une personne qui maîtrise ce genre ou cette espèce. Donc aujourd'hui nous sommes avec Nono, que vous connaissez sûrement, mais est-ce que tu peux quand même te présenter rapidement? Pas de souci, déjà bonjour à tous. Alors moi c'est Nono Tortol, qui a une petite expérience dans le monde de la tortue et qui est titulaire d'un certificat de capacité avec une ouverture d'établissement, comme la loi l'exige bien sûr en France, parce qu'il y a beaucoup de réglementations sur le monde de la tortue. Et voilà un petit peu mon parcours insolite, parce qu'au départ j'étais parti que sur de la tortue et j'ai d'autres bébêtes, mais bon ça... Mais les tortues restent ta passion. Ah, toujours. Et à 80%, ça restera tout le temps ma passion prioritaire, on va dire. Ouais. Donc tu as beaucoup d'espèces qui sont quand même assez originales, qui sont certaines assez rares. Voilà, en fait j'ai de la tortue méditerranéenne, tout ce qui est testudo, donc tout ce qui est tortues qui hibernent ou qui font une pause estivale, ou oui, une pause estivale. Et après, oui, j'ai de la tortue exotique. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est mettre de côté les espèces rares, mais pour se pencher sur une espèce que vous connaissez tous et qui, je pense, ça coûte rien de la présenter, d'aller un peu dans le détail, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances dessus, malgré sa haute représentation dans nos foyers français. Qui est beaucoup représentée aussi chez les particuliers. C'est la tortue qui est la plus représentée. Ouais. Donc la tortue d'Hermann. Voilà, la testudo hermanni, c'est la tortue qui est le plus représentée chez les foyers. J'allais dire dans les élevages, mais non, parce que c'est une espèce qui n'est pas obligée, qui est quand même soumise à déclaration de détention de 1 à 6, et au-delà de 6, il faut passer un certificat de capacité. Mais voilà, c'est la tortue qui est le plus représentée chez les gens. Et bien évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la faune française. Voilà. Donc on est sur une espèce autochtone et donc comme tous les reptiles en France sont protégés, évidemment c'est le cas de celle-là aussi. Oui, parce qu'elle en annexe A et elle en annexe 2 aussi. Donc c'est une tortue qui est réglementée et c'est une tortue qui est patrimoine français. Ouais. Il y a de la testudo hermanni bodgeri qui est pas représentée chez nous, qui est dans les pays de l'Est, mais la testudo hermanni, c'est notre faune à nous. Parce que du coup, donc, comme vous avez pu le comprendre, il y a plusieurs sous-espèces et localités. Exact. Ouais. C'est un peu compliqué en fait dans le monde de la tortue, et puis plus les années passent et plus les gens commencent à sortir ça c'est la nouvelle génération, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, qui commencent à sortir des localités. Alors on va rester simple, nous on va parler de la testudo hermanni et de la testudo hermanni bodgeri. Comme ça, au moins, on ne va pas trop non plus perdre les gens derrière l'ordinateur, derrière l'écran, parce que là, les pauvres, si on commence à rentrer dans tous les détails. Mais chez nous, en France, que ce soit dans le Var, dans le Sud et en Corse, c'est de la testudo hermanni. Voilà. Celle-là, elle est beaucoup plus claire et les patchs ne sont pas pareils. Les marquages sur les côtés, regarde, là et là. Et puis après, pour les reconnaître très facilement, hop. Là, tu as une hermanni et là, tu as une hermann bodgeri sur ma gauche. On voit bien les bandes. Hop. Et puis la taille. Adultes, les hermanni sont beaucoup plus petites, surtout les localités varoises, par rapport au bodgeri. Et là, j'ai droit à un pipi. Pour la petite anecdote, ce qui change de beaucoup d'espèces, c'est que le nom de testudo hermanni n'a pas été donné parce que la personne qui l'a décrite s'appelait Hermann, mais en hommage au zoologiste Jean Hermann, et donc son nom, l'espèce a été décrite en 1789.
Voilà. Et je viens de découvrir une chose, c'est qu'il m'a dit c'est une date importante. Et si vous savez, si vous connaissez pourquoi cette date est importante, mettez-le en commentaire. Ouais, mais là c'est dimanche matin. On va voir si vous avez suivi à l'école ou pas. C'est pas bon à l'école moi. C'est dimanche matin, j'ai pas beaucoup dormi, il fait chaud, voilà. Allez, bon bah on va continuer la leçon. Allez, c'est parti. Donc Testudo Hernani, à l'état sauvage, quelle est son aire de répartition et dans quel biotope on va la trouver? Alors l'aire de répartition, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Testudo Hernani est assez vaste, mais à partir du sud, tout ce qui est Var, en Corse et tout, parce qu'après il y a la Testudo Hernani varoise et la Testudo Hernani corse, qui n'ont pas tout à fait la même taille et le même pattern, donc elles sont tout de suite reconnaissables. Et après le biotope, c'est tout ce qui est garrigue, semi-désertique. Attention, quand je dis désertique, je mesurais mes paroles, on n'est pas dans la savane, hein. Mais voilà, tout ce qui est un peu pinède, tout ce qui est un peu garrigue, tout ce qu'on voit dans le sud, et c'est pour ça qu'il faut essayer au maximum de reproduire ça dans nos infrastructures quand on peut, hein. Quand on peut. Je sais pas, peut-être qu'à la caméra vous aurez la chance d'en voir une passer, hein. Nous on est au milieu des tortues là, donc c'est marrant, c'est mignon à observer. Bah là on est dans le parc des Testudo Hernani Bojeri, voilà, qui se baladent un peu de partout parce que c'est exactement 10h40, il fait pas trop chaud, donc elles sont de sortie. Ouais. Parce qu'une tortue, on la verra pas en plein soleil, voilà, on la verra le matin ou le soir. À partir, voilà, quand il fait vraiment chaud, elle se cache. Elles vont pouvoir aller se cacher pendant que nous on va souffrir du soleil pour votre plaisir. Bah voilà, après là on est sur même tout ce qui est tortue africaine, hein, tout ce qui est sulcata et tout, tortue exotique, quand on a des 40 à l'ombre, elles se mettent à l'ombre, hein, faut pas se leurrer, voilà. C'est pour ça quand il y a des personnes qui me disent « Ah, je comprends pas, ma tortue, elle bouge pas la journée », bah en fait, c'est pas parce que c'est une tortue qu'elle va rester en plein soleil, quoi. Parce que du coup, ça, c'est quelque chose qu'on pourra revoir plus tard quand on parlera de sa maintenance son maintien en milieu contrôlé. Ah ouais, alors sans-moi pas maintenant, ça. Ah, on parle pas d'une chaudière. Ah non, alors là, autant tu vois, en histoire, je suis d'accord avec toi, je suis nul, mais alors sortez-moi pas ce mot-là. Ah non, je ne supporte pas. Mais, et c'est pas valable que pour les tortues, hein, c'est valable pour tous les animaux. Il faut vraiment comprendre cette notion de microclimat. C'est pas parce que un python régius ou n'importe quelle espèce vit dans une région où il fait 35 degrés que le régius a besoin d'être à 35 degrés. Oui. Eux, ils sont sous terre où il fait 24. Quoi. Bah après, voilà. ils ont leur préférence. Oui, une tortue, on va la voir le matin. Jusqu'à partir de 10h, là ça va, c'est en train de se couvrir, donc elles sont encore un peu dehors, et puis il faut pas vous le cacher, en captivité elles n'ont pas le même comment dire, le même pas le même le même climat, mais c'est pas ça que je voulais dire, le même rythme de vie que en captivité, mais là c'est parce qu'on est dans leur parc à eux. Et elle nous voit en train de discuter, elle voit un trépied, une caméra, elle est en train de manger la basket. Voilà, mais normalement, à cette heure-là, avec le soleil qu'il y a, normalement, moi je vois aucune de mes tortues. Ouais. Ce qui est normal. Moi, si tu me mettais... toi, ça va, t'as un chapeau, mais moi, j'ai pas de chapeau, j'ai que mes 3 cheveux qui se courent sur la tête. Je peux pas rester en plein soleil. Pour en revenir au sujet principal, parce que tout ce qui est milieu contrôlé, on va le revoir à la fin. Ouais. Les tortues d'Hermann à l'état sauvage, donc on va sortir un mot compliqué, c'est mœurs, et puis du coup, comment elles s'alimentent, comment elles gèrent les prédateurs, tout ça dans son milieu naturel. Alors tout simplement, après dans son milieu naturel, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une tortue Hermann, elle a toujours son périmètre en fait, qui peut aller de 1 hectare, 2 hectares. Parce qu'une tortue, en fait, on croit qu'elle bouge pas trop, mais si... elle a quand même un bon territoire. Voilà, dans le milieu naturel. Après, tout ce qui est pour les prédateurs, bah, ça va être simple, hein. Elles vont se cacher au maximum, sur tout ce qui est dans les garrigues, sous les petits buissons, ce qui est logique. En captivité, elles reproduisent la même chose, même si elles ont perdu un petit peu depuis des années leur côté sauvage, parce qu'il faut dire la vérité, voilà, de toute façon c'est la plupart,
c'est même 100% du nez en captivité, parce que niveau législation, c'est très compliqué. Et ce qui est normal, il n'y a plus de prélèvement dans la nature. Et après, tout ce qui est alimentation, c'est herbivore. Attention, ça peut être opportuniste aussi. C'est-à-dire que s'il y a un escargot qui passe, ou s'il y a... voilà, la tortue d'Hermann va manger un escargot, qui est très bon pour elle, hein, c'est un apport en calcium qui est très, très bon. Mais voilà, la plupart du temps, elle est herbivore. Elle va manger ce qu'elle trouve dans son biotope. Mais tout ce qui est un petit peu herbe, voilà, après, elle n'a pas non plus une pelouse de golf dans le sud, quoi. Ouais. Donc tout ce qui est trèfle et pissenlit, ça va être compliqué dans le sud, Quand même. dans son milieu naturel, attention. Hein. Oui. Et qui est de plus en plus petit et qui est maintenant pour en trouver dans la nature, c'est très compliqué. Oui, parce que d'ailleurs, une question qui je pense peut être intéressante, comment est-ce que les tortues, elles gèrent maintenant la proximité avec les habitations humaines? Est-ce qu'elles s'en éloignent? Est-ce qu'elles en profitent? Alors non, elles vont pas s'en éloigner, mais le gros souci qu'on a, qu'on est tous à peu près pareil, les gens ils oublient que ça reste un reptile, que ça reste des animaux sauvages et qui font partie de notre faune française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que pour eux, une tortue, c'est du domestique presque. Mmh. Et le premier réflexe d'une personne qui se promène dans les garrigues et qui va faire son jogging, qui va tomber sur une tortue, il va se dire « Oh la pauvre, elle est perdue ». Non, elle est chez elle. Il faut la laisser tranquille. Elle est chez elle. C'est vous qui êtes en train de faire votre jogging chez elle. C'est pas, voilà. Et beaucoup de gens ramassent des tortues dans la nature en disant « Ah, la pauvre, elle s'est échappée, elle est perdue. » Non, non. Elle était là avant d'être dans les jardins. Voilà, ils oublient justement que c'est du reptile, que c'est notre faune française. Ça, par contre, c'est vraiment un problème parce que, bon, si vous trouvez une tortue avec un grand coup de peinture dessus, oui, ça, c'est pas dans la nature. mais une tortue, même si elle est tobleronnée, même si elle est toute seule dans la garrigue, elle est chez elle. Vous n'avez pas à la prendre, et c'est même très grave, hein. Attention, vous n'avez pas à la prendre même pour l'amener chez un vétérinaire. Ça, vous la laissez, voilà, vous la laissez où elle est. Hein. C'est pas, elle est, je me répète, je radote, mais elle est chez elle. D'ailleurs, elles sont solitaires, les tortues, elles sont pas grégaires. Alors, tout dépend parce que, alors, dans le milieu naturel, moi je te dirais bien sûr qu'elles sont pas grégaires. Elles vivent pas en groupe, donc elles sont grégaires, c'est ça. Et du coup, elles se croisent juste pour de la reproduction. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la spermathèque d'une femelle est valable 5 ans. C'est-à-dire que dans le milieu naturel, des fois, elles ne croisent pas de mâles pendant 3 ans. Donc voilà, c'est pour dire que leur territoire est grand. Et du coup, la nature a fait que, comme ils ne se croisent pas souvent, voilà. Par contre, en captivité, c'est pas pareil. En captivité, moi j'ai remarqué qu'elles aiment bien aller dormir au même endroit. C'est souvent qu'on voit plusieurs tortues au même endroit. Mais ça, c'est dans le milieu captif. C'est pas dans le milieu naturel. Et même pour passer l'hiver, elles vont pas se regrouper ou... Alors non, en fait, une tortue, quand elle va chercher pour faire sa pause estivale ou son hibernation, après, l'hibernation est un mot discutable. Après, moi j'appelle ça une pause, voilà. Mais parce que l'hibernation, le vrai terme hibernation, c'est pas ce qu'une tortue fait. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais non, elle va chercher son petit coin à elle pour vraiment s'enterrer, qu'elle a décidé que c'était le bon endroit. Au même titre, une tortue va pondre toujours au même endroit, en captivité. Moi je vois dans mes parcs, cette femelle va toujours pondre à tel endroit. Mais chaque année, hein. C'est réglé. C'est qu'elle ne va pas aller à 10 cm ou 15 cm à gauche ni à droite, elle va pondre au même endroit. D'accord. C'est intéressant ça à savoir. Ouais, c'est très... Et puis t'en as qui vont... Par exemple, t'en as qui vont toujours se mettre sous cette touffe d'herbe. Ouais. Si tu cherches tel spécimen, je sais où elle est, elle sera là-bas dessous. Si elle n'est pas en train de marcher dans le parc, je sais que son endroit, c'est sous cette touffe d'herbe. C'est vraiment fou. Hein, et du coup, il y a de fortes chances que ça, ce soit aussi le cas à l'état sauvage. Si elles ont un territoire qu'elles connaissent. Voilà, et bien elles connaissent un petit peu leur cachette, elles connaissent un petit peu leur biotope, leur territoire. Elles connaissent si elles voient une buse ou un prédateur,
elle va aller se cacher, elle sait qu'elle a un petit échappatoire à tel endroit, et puis voilà, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, quels sont les principaux prédateurs de la tortue d'Hermann? Tu les connais? Ouais, l'humain. Oui. Bah si, il faut dire la vérité. Bah, oui. Entre le feu, entre le braconnage, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et les constructions, on réduit son biotope, et les pelleteuses, quand elles arrivent, elles font pas gaffe. La première cause, je dirais l'humain. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est pie, corbeau, buse, tout ce qui est renard, s'il y a des chiens errants, parce qu'il ne faut pas oublier que la carapace, c'est de la kératine, et du coup, c'est comme de l'os. Et le chien, il va commencer à grignoter, il va dire « Oh, c'est bon ça ressemble à un os. » Tu me factures pas un trépied. Hein. Ah non, ça va, elle l'a pas mordu. Bon, maintenant, on va attaquer un gros morceau, et un morceau important, mais il faut l'aborder, parce que, voilà. Oui. Sa législation, quels sont ses statuts de protection? Est-ce que l'espèce est menacée? Alors oui, elle est en annexe 2A. Donc ça veut dire qu'elle est ultra protégée, et elle n'est pas en voie d'extinction, mais c'est quand même une espèce ultra protégée et qui bien évidemment a une grosse réglementation, et on est obligé d'avoir quelques papiers pour avoir le droit d'en détenir. Donc tous les papiers, on abordera ça. Voilà, et puis vous regardez sur internet, vous trouvez tout de suite. Ça implique aussi des choses, quand vous croisez une tortue dehors, en fait une tortue sauvage, vous n'avez pas le droit de la toucher, en fait, même juste de la toucher, vous n'y avez pas le droit. Non. Vous n'avez pas le droit de la tuer, vous n'avez pas le droit de la capturer pour la garder chez vous. Et puis vous n'avez surtout pas le droit de la déplacer. Vous n'avez pas le droit non plus de la déplacer. C'est surtout parce que... Après, si elle est au milieu de la route et que vous la déplacez pour la mettre en sécurité, personne ne va venir vous taper dessus. Non. Mais il ne faut pas non plus la mettre dans le coffre et la déplacer. Il ne faut pas non plus en abuser. Même normalement de dire ça, je suis hors la loi. Oui, de toute façon, après, il y a une réglementation que vous pouvez trouver très facilement. Hein, et il y a surtout aussi des amendes, parce que si vous vous faites attraper, ça peut vous coûter très cher. J'ai plus le chiffre moi en tête, est-ce que toi tu l'as? Si je me trompe pas, c'est 15 000 € d'amende et 5 ans de prison le risque. Ah oui, voilà. Parce que moi je l'ai plus. Ouais. Moi j'aurais dit même 17, tu vois. J'aurais dit même 10 ils sont assez sévères là-dessus. Ah oui, de toute façon c'est pour ça qu'il y a autant de sévices. Vous n'avez pas non plus le droit de détruire son environnement. Ouais. Si vous ne voyez pas de tortue, mais que vous voyez un terrier ou un endroit où vous savez qu'elle vit, vous n'avez pas le droit de détruire cet endroit. Vous n'avez pas le droit d'altérer son environnement. Non, parce qu'en fait, elle est chez elle. Mais ça, c'est beaucoup le problème aussi. Alors, quand vous avez des maisons, c'est pas trop le problème, parce que la tortue, avec tous les travaux et tout, elle s'est en allée. Hein. Ou alors, malheureusement, il lui est arrivé un accident. Mais dans la nature, elles sont quand même très loin des habitations, ou alors quand elles se perdent, ça peut arriver, ou alors que quelqu'un a déplacé une tortue par exemple. C'est pour ça qu'il y a des gens qui en retrouvent vers leurs habitations, mais normalement elles restent bien dans la nature, le peu de nature qu'il leur reste d'ailleurs. De toute façon, par exemple, imaginons qu'une commune veuille faire des travaux pour construire une piscine ou je ne sais quoi. Il y a des protocoles, c'est-à-dire qu'avant les débuts des travaux, il y a des inventaires qui sont faits par des bureaux d'études qui doivent identifier s'il y a une population sur place, et si effectivement il y a une population, ça engrange encore plus de mais que ce soit la tortue ou autre. Oui, c'est valable pour toutes les espèces protégées. Voilà, toutes les espèces et la faune française. Même une grenouille ou quoi, c'est très compliqué. Des fois, il y a eu des chantiers qui ont été repoussés. J'aime beaucoup l'exemple du pic-prune. Donc, c'est un petit scarabée assez proche des cétoines qui a déplacé une autoroute. Parce qu'ils ont dû déplacer complètement l'itinéraire d'une autoroute pour un scarabée. Ouais, mais je dis que c'est pas plus mal, parce que c'est cool. C'est leur territoire, et de là, de toujours aller détruire la faune, c'est très compliqué. Après, pour en revenir au texte de loi, il y a, très simple, vous allez sur Google, sur Internet, vous tapez arrêté du 8 octobre et vous allez tout avoir. La législation française est très stricte, ça reste des animaux non domestiques et ça reste de la faune française. Donc il y a un statut juridique de protection qui est en conséquence.
C'est tout. Après, on pourrait rentrer plus dans les détails, mais c'est pas le but non plus de vous perdre. Mais sachez qu'il y a une grosse réglementation sur les tortues. Et n'oublions jamais que nul n'est censé ignorer la loi, donc faire la manip, puis après dire ah bah je savais pas, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas justifié. Surtout en 2023, voilà. 2023, vous prenez ça là, vous tapez sur et vous avez tout. Hein. Non mais faut pas me la faire aussi, voilà. Les gens qui disent on est en 2023, maintenant avec les réseaux sociaux, Google, vous avez tout à votre disposition. Non mais c'est vrai. Bah oui, bah, carrément. Et des fois vous n'avez même pas besoin de taper, vous dites dis Siri et il va tout vous sortir les textes de loi. Voilà, donc voilà, j'espère que maintenant vous êtes au point sur la réglementation des tortues, que vous connaissez un peu mieux la tortue, comment elle vit dehors, donc on va pouvoir attaquer le prochain chapitre. Donc on en a terminé avec aborder la tortue d'Hermann dans son milieu sauvage. Donc, voilà, on a fait en général. Oui, voilà, on reste sur de la vulgarisation, voilà, on ne rentre pas dans le détail. Évidemment, pour rentrer dans le détail, et si vous comptez en acquérir une, allez vous renseigner par vous-même. Comme on disait, on est en 2023, voilà, il y a Internet, il y a une multitude de sources. Ouais, sur les réseaux et tout, les réseaux, et puis vous avez Google, vous avez sur le point gros, Légifrance, vous avez toutes les informations. Ou contactez votre DDPP de votre département, c'est eux qui s'occupent des animaux non domestiques, ils vont vous renseigner directement. Ouais. Et puis évidemment des ouvrages, il y en a pas mal qui parlent de comment vivre la tortue, tout ça. Ouais, mais les ouvrages ils sont un peu vieux, donc si vous voulez, pour pas avoir de soucis avec la législation, vous téléphonez à votre DDPP de votre département, ils sont généralement situés à la préfecture, et eux, ils vont tout vous renseigner. Ouais. Et c'est la loi en plus. Puis de toute façon, on va quand même l'aborder un petit peu rapidement tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. En attendant, du coup, le milieu contrôlé, quand on veut une tortue, comment est-ce qu'on l'installe? Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Sans parler de reproduction, juste comment chez un particulier, déjà une tortue, si on prend une tortue, je suis désolé de le dire et je veux vexer personne, mais malheureusement dans un appartement ça va... Alors tortue terrestre, hein, attention, je stipule bien tortue terrestre. Ça va être compliqué parce qu'il leur faut quand même des infrastructures adaptées, il leur faut des parcs extérieurs, il leur faut quand même des cachettes. Voilà, pour moi, même si on a une grande terrasse, c'est un petit peu égoïste d'avoir ces animaux-là parce que, mine de rien, elles ont besoin d'espace. Donc, pour les gens en appartement, peut-être aller plus sur une tortue aquatique que sur une tortue terrestre. Ça, c'est que mon avis et je respecte le vôtre, mais pour moi, je trouve que c'est important quand même. Il y en a une qui force le passage. Ouais, il y en a une qui force le passage. Après, les aménagements, c'est ni plus ni moins au goût de chaque personne. Il y a des cachettes, il y en a qui vont plus prendre sur du naturel, faire des cachettes naturelles. Il y en a d'autres qui préfèrent acheter des cachettes dans le commerce. Il y en a qui préfèrent... L'aménagement d'un parc, il est quand même représentatif de chaque personne, quoi. Le fonctionnement intéresse la tortue, mais l'esthétique, ça c'est... Voilà, et après il y a des choses qui sont primordiales, comme une gamelle d'eau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent une tortue ça boit pas, ça récupère l'eau dans l'alimentation, c'est totalement faux. Une tortue doit boire, donc il faut impérativement une gamelle d'eau à l'ombre. Bien sûr, parce qu'autrement, boire l'eau chaude, c'est peut-être pas terrible non plus. Après, il faut quand même des cachettes, il faut quand même des endroits où elles peuvent s'abriter de l'ombre. Il y a multi choses à faire dans des parcs. Là, moi, ceux-là sont pas bien représentatifs parce que j'ai eu un problème et c'est tout en reconstruction. Donc, il manque des cachettes, il faut tout racheter, des arbustes, il faut acheter des plantes pour qu'elles puissent se cacher. Et je vous cache pas que c'est un coût financier, surtout quand on a un grand parc comme ça. Je m'attendais pas à avoir des travaux à faire aussi gros. Parce que voilà, il m'est arrivé une tuile sur l'évacuation de ma maison. Du coup, j'ai démonté quand même 80% de mes installations.
je vous cache pas que ça fout les boules. Quand même, ouais. Bah, 80% des installations, toutes les cachettes, les plantes, j'ai essayé de les remettre en attendant en pot, mais elles sont mortes, les arbustes aussi, donc il faut tout racheter. Et les gens ne se rendent pas compte, mais le bois, ça a un coût financier. Les plantes, moi je m'attendais pas à des prix comme ça, quoi. Un bananier, c'est 30 €. Ouais, mais la guerre en Ukraine. Non, mais voilà. Non, mais voilà, c'est bien pour prévenir les gens. C'est que déjà, alors, la base pour un parc, c'est il n'y a pas de minimum ou de maximum. Moi, je vois, plus on peut leur offrir de l'espace, mieux c'est. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, 8 mètres carrés, ça suffit. Non. Si vous pouvez leur donner 24 mètres carrés ou 30 mètres carrés, donnez-leur 30 mètres carrés. Et après, c'est à vous d'aménager un parc avec des buts, avec des cachettes, avec des petites plantes, des arbustes, une petite serre. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Après, si vous pouvez leur donner que 15 mètres carrés, je suis personne pour vous juger. Voilà. Si votre parc est très bien aménagé, voilà. Après, niveau sécurité, si c'est des juvéniles, il faudra partir sur un parc grillagé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des nuisibles, hein, les buses, les corbeaux, les pies, voilà. Si c'est des adultes, vous n'avez pas besoin, à part l'évasion, il ne faut jamais faire des angles droits. Parce qu'une tortue va rarement creuser pour s'en aller, elle va toujours grimper, même une tortue terrestre, hein. C'est des vrais Spider-Man. Bah, elles ont des bonnes griffes, ça grippe bien. Ouais, et puis elles ont les deux parois, ouais. Donc elles prennent appui et elles sautent. Généralement, il ne faut pas faire des angles, ou alors vous cachez les angles avec des petits, une tuile ou un bout de bois ou ce que vous voulez, quoi. Après, l'aménagement, je peux pas... C'est très compliqué de conseiller des gens parce qu'on a chacun nos goûts, en fait. Oui, mais ce qui est important, c'est de dire il y a une gamelle d'eau, il y a les cachettes, voilà. Il y a les basiques. Après, c'est sûr que pour la disposition, ouais. Chacun fait comme il veut. Tant qu'il y a les éléments nécessaires à la vie de la tortue et à ses besoins. Après, attention à ce que vous mettez dans les parcs, hein. Il y a quand même des plantes toxiques, il y a quand même des arbres toxiques. Après, vous avez l'herbier des tortues, qui est un ouvrage qui est très bien. Je vous le conseille d'ailleurs. Et vous avez sur ce petit livre toutes les plantes toxiques qu'il ne faut surtout pas mettre. Voilà. Parce qu'après, c'est très compliqué même dans les plantes. Il y a des variétés, des sous-espèces. C'est comme le laurier. Le laurier, c'est très toxique. Mais le laurier boule. Le laurier normal, moi, j'ai jamais eu de souci. Mais je peux pas dire aux gens, mettez-en un. Parce que si eux, ils ont un souci, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, renseignez-vous. Non, mais voilà, après, il faut discuter avec des gens. Bon, il va falloir qu'on fasse pas mal d'épisodes pour pouvoir tout lister. Ah oui, non, mais c'est énorme. La nourriture, c'est pareil. Tout le monde conseille du pissenlit, du trèfle. Oui, je suis d'accord. Bien sûr que oui. De l'herbe, du plantain, des mauvaises herbes. Je suis tout à fait d'accord. Mais attention de ne pas trop non plus nourrir avec des aliments trop riches, parce que ça peut être néfaste. Il faut faire la part des choses, en fait. C'est comme les gens sur les réseaux ou ailleurs disent qu'il ne faut surtout pas donner de salade. C'est pas vrai. Il ne faut pas que ça soit leur alimentation principale. Attention, les gens, tu vois ce que je veux dire? Et puis, alors nous, sur les cochons d'Inde, il y a, par exemple, je prends l'exemple des cochons d'Inde parce que c'est ce qu'on a à la maison qui mangent des salades. Il y a certaines variétés de salades qui sont pas bonnes. Oui, mais ça ne veut pas les tuer. Oui, voilà. Attention. Mais par exemple, attention, c'est ça qu'il faut vraiment faire la part des choses. C'est que comment tu veux faire, je vous donne un exemple, une sulcata, en plein mois d'hiver. À part de donner du foin, je suis d'accord, mais vous ne pouvez pas lui donner du foin 4 mois de l'année. C'est pas possible. Oui. Et oui, il y a des compléments alimentaires à base de foin compressé et tout, d'herbage et tout. Oui, mais vous ne pouvez pas leur en donner 4 mois de l'année. Je suis désolé. L'alimentation, la meilleure, c'est l'alimentation variée. Attention, la salade n'est pas bon parce qu'il y a même la tomate, parce qu'il n'y a aucun apport. Mais si votre tortue, non mais voilà, si votre tortue en mange une fois par mois, ça ne va pas la tuer, ça ne va pas la faire tobleronner.
la déformer de carapace, mais il ne faut pas que ça soit leur alimentation principale. Voilà. Et ça, je tiens bien à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens, moi qui donne beaucoup de choses à mes tortues. Moi, je donne des légumes, je donne de tout. Mais en fait, quand vous regardez sur l'année, je leur apporte tout ce qu'il leur faut. C'est pour ça que j'ai des spécimens qui sont très beaux de carapace et tout, parce qu'elles mangent de tout. C'est ça en fait. Bah, c'est le secret, ouais. C'est le secret. Bah, c'est que les gens sont trop arrêtés sur le pissenlit, trèfle et plantain et l'herbe. Oui, oui, c'est une très bonne alimentation, mais il ne faut pas en abuser. Comme on dit, à l'état sauvage, il y en a qui mangent même des escargots quand elles en ont l'opportunité. Les tortues charbonnières, qui sont des tortues exotiques, là on est en train de s'écarter. Mais les tortues charbonnières, c'est des tortues exotiques, c'est des omnivores. Elles mangent des petits poussins, elles mangent des petites souris, elles mangent un escargot, elles vont manger une charogne crevée et elles vont manger de l'herbe. C'est des fruits, elles vont manger de tout en fait. Une tortue dans le Var ou une tortue de chez nous, s'il y a un lapin qui est mort, elle va trouver un lapin, elle va le manger. Parce que c'est un apport de protéines, la viande. Je ne vous dis pas qu'il faut en donner, hein. Mais dans la nature, elles sont opportunistes. C'est arrivé, moi j'ai vu des tortues manger un lapin qui était mort. Dans la nature, parce que elle passe par là, de la viande gratuite. Il ne faut pas s'arrêter sur les idées reçues, quoi. Voilà, et puis il ne faut pas être fermé. Il ne faut pas être fermé et dire oui, mais lui a dit. Ouais, lui a dit, mais est-ce qu'il vous a fait voir ces animaux? Est-ce qu'il vous a fait voir son maintien? Est-ce qu'il vous a fait... faut pas être réfractaire. Restez ouvert d'esprit. Hop, je la cale contre ma poitrine. Le plastron, là il est plat, là il est concave. Et la queue n'est pas la même. Et l'écaille, là, aussi, n'est pas la même. Ça c'est un mâle, ça c'est une femelle. Donc maintenant qu'on a fait rapidement le tour des bases du maintien, quand on est capacitaire évidemment, hein, parce qu'on respecte toujours la loi. Tout à fait. La reproduction de la tortue d'Hermann, comment ça se passe? Les bébés, comment on les démarre? Les œufs, comment on les retrouve? Alors généralement, la reproduction, elle se fait en sortie d'hibernation quand elles ont la chance de trouver un mâle dans la nature, mais nous on va parler en captivité. Elles sortent en hibernation, tout dépendra de votre département. Si vous habitez dans le nord ou dans le sud, vous n'aurez pas la même plage d'hibernation. Et moi, quand elles sortent d'hibernation vers le début mars, voilà, après les mâles sont très actifs tout de suite et il y a de la reproduction sortie d'hibernation très rapidement. Et la tortue, après, ça peut être de 1 à 3 pontes, de mars à septembre, tout dépendra. Et puis après, les œufs, ça va de 4 à 13, 14. Tout dépendra de la tortue. Si on prend une tortue, une testudo hermanni, elle fera beaucoup moins d'œufs qu'une testudo bodgeri qui est beaucoup plus grosse adulte. D'accord. Ça fait quand même une sacrée fourchette au sein d'une même espèce. Et puis après, chaque individu fait des œufs de différentes tailles. Donc moi j'ai une tortue bodgeri, testudo hermanni bodgeri, qui me fait facile 7-8 œufs. Et pourtant elle est grosse comme ça. Mais les œufs sont tout petits. D'accord. J'imagine qu'elles font des pontes blanches des fois si elles ne sont pas fécondées. Alors oui, après quand la spermathèque elle est vide, ça peut arriver qu'elle fasse des pontes blanches. On n'a pas, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas, et moi à ma connaissance, je dis bien, j'ai pas eu de retour sur de la parthogénèse, donc qui peut arriver chez les varans et tout. Ça, je ne sais pas si dans le monde de la tortue, quelqu'un a déjà eu ce cas-là. Et autrement, après tu récoltes les œufs. Si tu as de la chance d'habiter à un endroit comme ici, tu peux les laisser en terre et ils s'incubent tout seuls. Mais attention, on ne peut pas avoir de contrôle sur le sexe. Et la durée d'incubation est beaucoup plus longue dans le milieu naturel que dans un incubateur. D'accord. Parce qu'avec les variations de température, le jour-nuit, ça rallonge la durée d'incubation. Ah oui, forcément.
En artificiel, tu mets tes œufs dans un incubateur. C'est toi qui choisis si tu veux des mâles ou du mix ou des femelles. En fonction de la température. En fonction de la température. Si tu mets 32,5 par exemple ou 32 degrés, tu auras t'as de la chance d'avoir 99% de femelles. Après, attention, il y a toujours un mâle qui peut se glisser, hein. C'est pas scientifique, c'est pas, voilà. Après, si tu mets 28, 29, c'est les mâles. On en revient aux mêmes choses, c'est pas le ratio n'est pas obligatoire que des mâles. Mais ça nous donne une petite indication quand même. Et il y a une possibilité, est-ce que de savoir si les œufs sont fécondés ou pas, si on a un doute, peut-être en les mirant? Voilà, on peut les mirer, on prend une lampe et on met sur l'œuf et on voit les vaisseaux. Attention, les vaisseaux arrivent pas avant au moins 3 semaines. D'accord. 3 semaines, voire 1 mois. Et donc une fois que les bébés ils éclosent tout seuls, ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin, De toute façon, la maman, on va faire court. La maman, elle fait le trou, elle pose ses œufs, elle se barre. Ouais, il n'y a pas d'instinct maternel. Il n'y a rien, elle reste pas. Donc, du moins pour la testudo. Hein. Il n'y a pas je surveille le nid, il n'y a pas j'attends mes bébés. Pour la testudo, elle pond et voilà, les bébés ils sortent. Et après, c'est à eux de se débrouiller. Si jamais il y a un problème et qu'il n'arrive pas à éclore, il meurt. Il meurt. Hein, voilà, et donc, il éclot, il est déjà tout formé, il n'y a pas... Voilà. Et il mange tout de suite la même chose que les adultes? Alors, il mange tout de suite la même chose que les adultes. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'en fait, quand il naît, il a un trou, et on appelle ça le sac vitellin. Et en fait, il faut attendre qu'il se résorbe et que le plastron se referme. Et ça l'alimente pendant quelques jours. Donc, des fois, ils ne vont pas manger pendant une semaine. Ce qui est normal parce qu'ils ont absorbé leur sac vitellin et en fait, eux, ils se sont alimentés comme ça. Par contre, le seul point où moi je peux insister, c'est que je les hydrate. Moi, je leur prends un petit bain d'eau tiède au moins une fois tous les 3 jours. D'accord. Minimum. À quel âge on les considère sexuellement matures? C'est la grosse question. Ouais. Moi je te répondrais. Non mais moi je te répondrais tout simplement quand tu les vois se reproduire. D'accord. C'est ça le problème, c'est que c'est comme le stade juvénile ou qui passe adulte ou subadulte. On peut pas dire. Généralement ils atteignent leur taille adulte à tel âge. Oui, mais un reptile grandit tout au long de sa vie, plus ou moins vite au fil des années. Mais une tortue va pas s'arrêter de grandir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué. Après, pour qu'ils se reproduisent, c'est minimum 5 ans un mâle et 10 ans une femelle, par exemple. Quand même. Ouais. On est dans le monde de la tortue. Hein. Ça vit quand même 50 ans, 60 ans. Donc, c'est la question que j'allais poser, l'espérance de vie. Du coup. Tout dépendra de l'espèce. Après, en captivité, on leur apporte à manger, on leur apporte tout ce qu'elles ont besoin. Donc obligatoirement, l'espérance de vie, elles vivent plus longtemps que dans la nature, où elles peuvent se faire écraser ou pas manger, ou tu vois, mourir de déshydratation, parce qu'une tortue doit boire. Hein. Je sais que je suis pénible avec ça, mais une tortue doit boire. Hein. Non, mais c'est bien d'insister parce que moi, je vois beaucoup de trucs. À l'image, on va voir le. Oui, donc si l'image tremble, ne vous inquiétez pas. Il y a une tortue au pied qui s'amuse avec le trépied. Voilà. Désolé. Donc voilà pour toutes les bases du maintien, que ce soit, de la. Global. Attention, là, c'est une discussion. Voilà. Mais pour pouvoir en arriver là, forcément, il y a des démarches administratives parce qu'il y a une législation qui est lourde. Oui, très lourde. Alors, dans le monde de la tortue, c'est un des reptiles le plus réglementé. Attention, mais c'est vrai, hein, c'est un des reptiles le plus réglementé, que ce soit Convention de Washington, la CITES, la CE 338-97, la réglementation européenne. Attention, après il y a les CIC, certificats intracommunautaires. Je vais vous perdre dans 5 minutes. Alors pour faire simple, je veux une tortue, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, moi ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'aller l'acheter chez un professionnel qui soit amateur avec un certificat de capacité et une ouverture d'établissement, que ça soit une boutique spécialisée. Et ce que vous devez faire en priorité déjà, c'est de vous renseigner, est-ce que vous pouvez l'accueillir, dans quelles conditions, et surtout, est-ce que vous pourrez
au cas où il vous arrive quoi que ce soit, parce qu'on parle des animaux qui vivent entre 50 et 60 ans, est-ce que vous pouvez la donner à quelqu'un, la replacer et tout. Quand vous avez réuni ça dans votre tête, déjà tous les éléments, vous êtes renseigné et tout, après il y a la partie juridique et la partie administrative, c'est-à-dire que vous devez aller demander une déclaration de détention au préalable. Vous trouvez ça sur internet, .gouv, vous tapez ça sur Google, vous allez arriver sur un site et vous devez remplir des renseignements qui vont vous poser en ligne, hein, tu fais tout en ligne, hein, et vous devez attendre la réponse de la DDPP. C'est lourd, mais au moins c'est facile à trouver. Oui, puisque ça se fait en ligne. Voilà. Bien sûr. Et évidemment, là on est en train de dire tout ça pour si je veux adopter une tortue. Si jamais je reçois une tortue par héritage parce que ma grand-mère est décédée, que je me retrouve avec sa tortue, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a quand même des démarches de régularisation. Ah ouais, mais de taré. Ouais. Moi, ça m'est arrivé parce que ma première tortue, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, et je l'ai toujours chez moi d'ailleurs. Et il a fallu que je prouve par photo. Il a fallu que je trouve des archives, que je prouve que la tortue existait au temps de ma grand-mère. Il a fallu que l'Adréal accepte de me la légaliser, parce que moi, cette tortue, les lois sont arrivées en 87, ouais, 97, excusez-moi. Les premières lois, avant, il n'y avait pas de loi. Avant. Et oui, la première grosse réglementation, c'était l'arrêté du 10 août 2004. Ouais. Bah, oui, mais moi je l'avais déjà bien avant, voilà. Et les vraies lois sont arrivées, voilà. Donc c'est faisable. Rapprochez-vous de votre DDPP et ils vont vous indiquer toutes les démarches administratives. Oui, parce que même si c'est très lourd et c'est compliqué, normalement vous êtes censé le faire. Hein. C'est la loi. Ah oui, bah, tout à fait. De toute façon, et n'achetez pas des tortues pas en règle. Ah oui. Ne faites pas ça parce que vous n'avez pas l'impression, mais vous alimentez le marché parallèle et donc s'ils en vendent, ils vont continuer, voilà. Tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les choses importantes à dire. Ouais. Je reprécise, c'était de la vulgarisation. On a survolé tout ce qu'il y a à savoir. C'est un premier bain. Voilà, une discussion normale, classique. On peut pas rentrer non plus trop dans les détails parce que je pense qu'on va vous perdre. Déjà, nous on est en train de cuire, hein, parce que vous voyez ça en septembre. Nous on est en plein juillet. Ça cagne. Ça calme. On a dû faire des pauses, d'où sûrement les faux raccords lumière parce que la caméra elle surchauffe. Ouais. Donc voilà, si la lumière a changé, c'est normal. Hein. On est en pleine canicule et on est en plein milieu d'un parc, en plein soleil. Là, il n'y a plus de tortues autour de nous. Hein. Elles sont toutes plantées, non, à l'ombre. Il n'y en a qu'une à l'ombre. Voilà, à l'ombre, sous le trépied. Mais, donc déjà, je te remercie de nous avoir accueillis et de nous avoir expliqué tout ça. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu à tous. Donc pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Le petit pouce. Alors il va vous dire de ne pas liker. Voilà. Non, je vais pas dire ça. Mais la plupart des youtubeurs qui disent mettez le petit pouce, ils sont même pas capables de venir mettre des petits pouces sur nos réseaux. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la prochaine vidéo et puis à bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble. On pourra faire d'autres vidéos sur d'autres animaux. Parce qu'il n'y a pas que de la tortue. Ah bah oui. Voilà. C'est sûr qu'il y a de jolis animaux. On verra ça une autre fois, c'est promis. Allez, et à la prochaine. Et bonne rentrée. Et bonne rentrée.